J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et on va dans un questionnement, guys. Pourquoi Haïti est-il devenu l'un des pays les plus pauvres de la Caraïbe, alors qu'il est né d'une révolution qui a littéralement bouleversé le monde? Pourquoi le premier État noir indépendant de l'époque moderne a-t-il connu autant de crises politiques, de dettes, d'interventions étrangères, de catastrophes naturelles et de problèmes institutionnels? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment expliquer la situation actuelle d'Haïti par une seule phrase? C'est à cause de la France. Ou c'est uniquement à cause de la corruption haïtienne. Ou encore, Haïti n'a simplement pas su se développer. Non. L'histoire est beaucoup plus compliquée. Et aujourd'hui, on est avec Ladoa et on va justement démontrer les simplifications pour regarder en grande ligne qu'est-ce qui se passe. Parce qu'Haïti n'est pas né pauvre. Haïti est né dans une situation extrêmement particulière. Une ancienne colonie esclavagiste devenue indépendante après une révolution qui a détruit l'ordre colonial français. Et après 1804, le jeune État haïtien doit immédiatement affronter une question fondamentale. Comment survivre quand les grandes puissances refusent de traiter normalement avec vous? Voici déjà la question d'Haïti. C'est là que commence une partie du problème. Mais ce n'est certainement pas là que tout se termine. On regarde le tout ensemble, on parle un peu. Quand on parle d'histoire, on parle de comprendre. Comprendre l'histoire, c'est avancer dans le futur, dans le présent. Donc, on y va. Une autre phase de Doha, l'histoire. J'aime vraiment l'histoire, guys. Donc, mettez des likes si vous aimez l'histoire pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec elle. Ladoa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. On y va déjà avec la dette imposée par la France. Commençons par l'un des épisodes les plus importants de l'histoire économique haïtienne. En 1825, le roi de la France, Charles X, reconnaît officiellement l'indépendance d'Haïti sous des conditions extrêmement lourdes. La France exige une indemnité de 150 millions de francs destinée à indemniser les anciens colonisateurs pour les pertes liées à la révolution haïtienne. Donc déjà, on regarde quelque chose, on se dit, mais attends, comment un peuple qui a vaincu physiquement, qui a battu, qui a fait une guerre, pour être reconnu maintenant, elle doit en plus de ça payer son indépendance? Toutes les guerres qu'il y a eu, il n'y a jamais eu ça. Pourquoi eux, ils ont dû le faire? Et attention à un détail extrêmement important. Cette indemnité ne concernait pas seulement les bâtiments ou les terres. Dans le système colonial français de l'époque, les personnes réduites en esclavage étaient considérées juridiquement comme une forme de propriété. Donc, en tant que tel, la France se sont dit, on a perdu nos objets, nos main-d'œuvre, comme les esclaves, c'était nos choses. Mais là, maintenant, vous devez nous compenser. La France exige donc d'Haïti une compensation pour des pertes des anciens colons. Le Collège de France décrit cette décision comme une indemnité imposée en échange de la reconnaissance française de l'indépendance haïtienne. Imaginez la situation. Vous avez fait une révolution. Vous avez vaincu l'armée de Napoléon. Vous avez proclamé votre indépendance. Et ensuite, la puissance coloniale vous dit, nous allons reconnaître votre indépendance, mais vous allez nous payer pour ça. Et pas une petite somme. 150 millions de francs. Le problème, Haïti n'a évidemment pas cet argent. Le jeune État doit donc emprunter auprès de banques françaises, encore une fois, pour commencer à payer cette France. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la double dette. Donc,
on emprunte aux banques françaises pour pouvoir payer avec l'argent emprunté, on redonne à la France. Ça fait une double dette. On doit aux banques et la France. Haïti doit payer l'indemnité à la France, mais doit également rembourser les banques qui lui ont prêté l'argent nécessaire pour payer ces indemnités. La Bibliothèque nationale de France explique que le premier emprunt de 30 millions de francs contracté en 1825 ne permettait même pas à Haïti de disposer de la totalité de cette somme après les commissions bancaires. Et en 1838, la France accepte finalement de réduire l'indemnité restante. La somme globale est ramenée à 90 millions de francs, avec un remboursement étalé sur plusieurs décennies. Donc attention, quand vous voyez sur Internet, Haïti a payé 150 millions de francs à la France jusqu'au dernier centime, c'est trop simpliste. La réalité est plus complexe, mais le fond du problème reste incontestable. Haïti a dû consacrer une partie considérable de ses ressources à une dette née dans les conditions de sa renaissance internationale. Et ça ne se fait pas ailleurs. Et cette dette a pesé sur les finances du pays pendant des décennies. Le Collège de France souligne d'ailleurs le poids considérable que cette dette a exercé sur l'histoire. On y va avec un autre sujet, les interventions et les ingérences étrangères sur les terres d'Haïti. Maintenant, deuxième élément. Haïti n'a pas évolué dans un environnement géopolitique tranquille. Le pays a régulièrement été soumis à des pressions extérieures. Et ici, encore, il faut être précis. On parle souvent de la France, les États-Unis et l'ONU comme s'ils avaient tous occupé Haïti de la même manière. Ce n'est pas exact. La France a surtout joué un rôle majeur dans l'histoire de la dette et de la reconnaissance diplomatique. Les États-Unis, eux, ont bel et bien occupé militairement Haïti. En 1915, les marines américaines débarquent après l'assassinat du président haïtien Villebrun-Guillaume Sam. L'occupation américaine va durer jusqu'en 1934. Donc de 1915 à 1934, il y a l'occupation américaine sur nos terres. 19 ans. Le département d'État américain reconnaît lui-même que les États-Unis ont exercé un contrôle important sur les finances haïtiennes durant cette période. Les États-Unis prennent notamment le contrôle des douanes. Ils contrôlent les finances et les institutions haïtiennes fonctionnent dans un contexte de domination américaine. Donc, lorsqu'on parle de souveraineté haïtienne, il faut aussi raconter cette histoire. Mais là encore, il faut éviter le raccourci. Les étrangers ont tout détruit, donc Haïti n'a aucune responsabilité dans sa situation actuelle. Non. L'histoire ne fonctionne pas comme ça. Les interventions étrangères ont influencé le pays, mais les dirigeants haïtiens ont également fait des choix et ces choix doivent être étudiés. L'instabilité politique. Le troisième facteur, l'instabilité politique. Parce qu'un pays ne peut pas construire durablement des institutions solides si chaque gouvernement vit dans la peur d'un coup d'État, d'une révolte ou d'un changement brutal de régime. Après l'indépendance Haïti connaît une longue succession de crises politiques. Des présidents arrivent, d'autres partent. Des gouvernements sont renversés. Des conflits en fonction politique éclatent. Et progressivement, cette instabilité fragilise les institutions. Et lorsqu'un investisseur regarde un pays, il se pose des questions très simples. Est-ce que mes contrats seront respectés? Est-ce que mes investissements seront protégés? Est-ce que les tribunaux fonctionnent? Est-ce que le gouvernement sera encore là dans 2 ans? Est-ce que les infrastructures existent? Est-ce que je peux faire fonctionner mon entreprise? Si la réponse est constamment incertaine, ça devrait, on a la volonté, on est résilient, l'investissement diminue. Et quand l'investissement diminue, les emplois aussi diminuent. Les recettes fiscales diminuent, les infrastructures restent faibles et la pauvreté devient plus difficile à combattre. C'est tout. On y va dans un autre point, les catastrophes naturelles. 4e facteur, les catastrophes naturelles. Et ici, Haïti a été frappé extrêmement durement. Prenons le séisme du 12 janvier 2010.
La catastrophe a détruit une partie considérable de Port-au-Prince et d'autres zones du pays. Les estimations de la Banque mondiale parlent de plus de 200 000 morts et de dégâts et portent d'environ 7,8 milliards de dollars. Et réfléchissez à ce chiffre. 7,8 milliards de dollars pour un pays dont l'économie était déjà extrêmement fragile. C'est énorme. La Banque mondiale estimait que les dommages et pertes représentaient environ l'équivalent du PIB haïtien de 2009. Et le problème ne s'arrête pas au séisme. Haïti est également exposé aux ouragans, aux inondations, aux glissements de terrain et à d'autres phénomènes naturels. Mais il faut encore une fois aller plus loin. Une catastrophe naturelle ne frappe pas tous les pays de la même manière. Un séisme au Japon et un séisme dans un pays avec des infrastructures fragiles n'auront pas les mêmes conséquences. La vulnérabilité dépend également de la qualité des bâtiments, de l'urbanisation, de la préparation aux catastrophes, de la pauvreté et des capacités de l'État. La Banque mondiale identifie justement plusieurs facteurs de vulnérabilité d'Haïti. Exposition aux risques naturels, dégradation environnementale, pauvreté et urbanisation non maîtrisée. Donc, le problème n'est pas seulement Haïti a un problème de tremblement de terre. Le problème est Haïti avait déjà une vulnérabilité structurelle avec le tremblement de terre. Et la catastrophe est venue amplifier cette vulnérabilité, en gros. La corruption et la faiblesse des institutions. 5e facteur, et probablement l'un des plus difficiles à aborder parce qu'il oblige à regarder aussi à l'intérieur du pays. La corruption et la faiblesse institutionnelle. On ne peut pas parler sérieusement du développement d'Haïti sans parler de la gouvernance. Transparency International classe Haïti parmi les pays ayant les plus mauvais résultats dans son indice de perception de la corruption. En 2023, Haïti obtenait 17 points sur 100 et occupait la 172e place sur 180 pays et territoires. Et les données plus récentes ne montrent pas une amélioration spectaculaire. Donc, maintenant, en 2025, on a pris un petit peu plus de rang. Okay? En 2025, Haïti obtient la 16 sur 100. On a pris plus de place ou pas? On a pris moins. On avait 17 points en 2023. En 2025, on a 16 sur 100. Donc, on a perdu un point. Et se situe à la 169e place sur 182 pays. Mais attention, quand on dit corruption, il ne faut pas seulement imaginer un politicien mettant de l'argent dans une enveloppe. La corruption institutionnelle peut prendre plusieurs formes. Marché public mal géré, détournement, favoritisme, absence de transparence, impunité, institutions judiciaires faibles, absence de contrôle efficace et le problème devient alors systémique. C'est le système le problème. Parce qu'un État faible ne peut pas simplement annoncer « nous allons construire des routes », il faut pouvoir financer les routes, attribuer les contrats correctement, contrôler les travaux, punir les détournements, faire fonctionner les tribunaux, garantir la sécurité et assurer la continuité des politiques publiques. Sans institutions solides, même l'argent envoyé pour aider un pays peut produire des résultats beaucoup plus faibles que prévu. Transparency International souligne justement le lien entre faiblesse de la justice, impunité et corruption. Mais alors, est-ce que tout est la faute de la France rendue là? Et c'est ici que je veux mettre les choses au clair, parce que je sais déjà ce qui va se passer dans beaucoup de commentaires. Certains vont dire « tout est la faute de la France », d'autres vont dire « non, c'est uniquement la faute des Haïtiens ». Et moi, je vais vous dire, les deux réponses sont trop faciles. Oui, la dette de l'indépendance a été extrêmement lourde. Oui, elle est née d'un rapport de force profondément déséquilibré. Oui, elle a pesé sur les finances du jeune État haïtien. Oui, les interventions étrangères, notamment l'occupation américaine de 1915 à 1934, ont limité la souveraineté haïtienne pendant certaines périodes. Mais cela ne signifie pas que tous les problèmes actuels peuvent être expliqués uniquement par ces événements. Parce qu'Haïti a également connu des gouvernements,
des présidents, des élites économiques, des partis politiques, des institutions, des décisions budgétaires, des périodes de croissance, des périodes de stabilité et des occasions manquées. Le piège du « tout est à cause d'eux », il faut arrêter de raconter l'histoire d'Haïti comme un film avec un seul méchant, parce que c'est intellectuellement confortable. La France est responsable de tout, fin de l'histoire. Ou les Haïtiens sont responsables de tout, fin de l'histoire. Non. L'histoire est plus violente que ça. Elle est plus compliquée que ça et surtout, elle demande de tenir plusieurs vérités en même temps. Haïti a subi des rapports de force internationaux extrêmement défavorables. C'est un fait. Haïti a connu des interventions étrangères. C'est un fait. Haïti a payé une dette imposée dans des conditions historiques injustes. C'est un fait. Mais Haïti a aussi connu des crises politiques internes. C'est un fait. Des institutions faibles. C'est un fait. De la corruption. C'est un fait. Des choix économiques discutables. C'est un fait. Et des élites qui n'ont pas toujours réussi à construire un État suffisamment solide. C'est un fait. Tout ça pourrait peut-être vrai en même temps. Et les Antilles françaises dans tout ça. C'est un autre sujet qu'on regarde ensemble. Et c'est ici qu'un autre débat commence. On entend parfois, regardez la Martinique et la Guadeloupe, elles sont restées françaises et elles ont un niveau de vie différent. Donc, l'indépendance a détruit Haïti. Mais attention, cette comparaison est intéressante, mais elle n'est pas une expérience scientifique. Pourquoi? Parce que la Martinique, la Guadeloupe et Haïti n'ont pas exactement les mêmes histoires politiques, démographiques, économiques et institutionnelles. Et surtout, les territoires français bénéficient d'un cadre institutionnel et budgétaire complètement différent de celui d'un État indépendant. Comparer directement leur niveau de vie sans comparer les structures économiques et politiques revient à comparer des systèmes différents. La question intéressante qui est meilleur? La question n'est pas qui est meilleur, la question est quelles institutions produisent quels résultats. Haïti n'est pas né dans les mêmes conditions. Il faut aussi rappeler quelque chose que beaucoup de débats oublient. Haïti est né d'une révolution extrêmement particulière. La révolution haïtienne a détruit le système esclavagiste dans la partie française de Saint-Domingue et l'indépendance de 1804 a créé un précédent absolument extraordinaire. Dans l'histoire, on le sait tous. Des personnes anciennement réduites en esclavage venaient de créer leur propre État. Mais ce système révolutionnaire avait également un coût géopolitique. Les grandes puissances de l'époque n'ont pas immédiatement traité Haïti comme une puissance normale. Les États-Unis, par exemple, n'ont reconnu officiellement Haïti qu'en 1862. Tu vous rendez compte? En 1804, on a eu notre indépendance, mais c'est en 1862 que les États-Unis ont reconnu notre indépendance. Et ça, vous pouvez le retrouver dans l'histoire des États-Unis. Donc, quand on parle du développement haïtien, il faut regarder aussi le contexte international dans lequel ce développement devait avoir lieu. Mais il faut aussi regarder à l'intérieur. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui ne ferait peut-être pas plaisir à tout le monde. Si nous voulons vraiment aider Haïti, nous devons arrêter de protéger certaines personnes derrière l'histoire. Oui, il faut connaître l'histoire de la dette française. Oui, il faut parler de l'ingérence étrangère. Oui, il faut parler de l'occupation américaine. Oui, il faut parler des catastrophes naturelles, mais il faut également demander qui gouverne actuellement. Okay? Comment l'argent public est-il utilisé aussi? Pourquoi les institutions sont-elles aussi faibles? Pourquoi l'impunité persiste-t-elle? Pourquoi les infrastructures restent-elles aussi vulnérables? Pourquoi les politiques publiques changent-elles constamment? Pourquoi la population ne bénéficie-t-elle pas toujours des ressources disponibles? Parce qu'un pays ne peut pas construire son avenir uniquement en racontant son passé. Le passé explique, mais il ne doit pas devenir une excuse permanente. Le vrai problème, un cercle vicieux. Et finalement, tous ces facteurs finissent par se rejoindre. Imaginez le cercle. Dette historique, ressources publiques limitées, institutions fragiles, instabilité politique, moins d'investissement, moins d'emplois, plus de pauvreté, institutions encore plus fragiles, vulnérabilité aux catastrophes, nouvelles crises, nouvelles dépenses, encore plus de difficultés à investir dans le long terme,
et le cercle recommence. C'est ça qu'il faut comprendre. La pauvreté d'Haïti n'est pas causée par un seul événement. Elle est le résultat de plusieurs couches historiques qui se sont accumulées, une accumulation. Et pourtant, Haïti a des atouts. Et je refuse de terminer cette vidéo en présentant Haïti comme un pays condamné. Nous ne sommes pas condamnés, parce que ce serait également faux. Haïti possède une histoire exceptionnelle, une culture extrêmement riche. Nous sommes riches de cœur, ok? Une diaspora importante. Rappelez-vous, aux États-Unis, en moins de 2 ans, cette diaspora a eu le temps de faire des transferts de près de 4 milliards de dollars, l'amener chez eux. Ils sont venus travailler aux États-Unis et cette diaspora, avec leur statut temporaire, le gouvernement a regardé, américain, il a vu 4 milliards de dollars qui est rentré dans ce pays. Donc, il faut se rappeler de ça. Si maintenant on le fait sur une époque de 10 ans, l'argent qu'Haïti reçoit, une population entreprenante, on a une population très jeune, et puis oui, donc je pense en 2010, quand ils avaient calculé, c'était à 75, on était à 75% de moins de 35 ans. C'est beaucoup. Une population, 75% de moins de 35 ans. C'est beaucoup. Une position géographique stratégique, c'est pour ça que je vous ai dit aussi, les Haïtiens, on est très sensibles. On est des petits-enfants, on est très sensibles aussi. Donc, des ressources humaines, oui, il y a beaucoup de ressources humaines prêtes à travailler, c'est pour ça qu'on se retrouve, on va un peu partout. Un patrimoine culturel mondialement reconnu et surtout un peuple qui a déjà démontré une capacité extraordinaire de résistance. La question n'est donc pas est-ce qu'Haïti peut se relever? La question est quelle institution faut-il construire pour que cette résistance devienne enfin du développement durable? Arrêtons les récits trop simples. Alors, pourquoi Haïti est-elle devenue si pauvre? À cause de la France? Partiellement. À cause de la dette de l'indépendance? Oui, elle a lourdement pesé sur les finances du pays. À cause des interventions étrangères? Elles ont certainement influencé la trajectoire politique et économique d'Haïti. À cause de l'instabilité politique? Oui. À cause des catastrophes naturelles, elles ont aggravé une vulnérabilité déjà existante. À cause de la corruption et des institutions faibles. Oui, elles constituent aussi, aujourd'hui, encore un obstacle majeur au développement. Mais est-ce qu'un seul de ces facteurs explique toute l'histoire? Non. Il faut tout regarder l'ensemble. Et c'est précisément là que le débat devient intéressant. Parce que l'histoire d'Haïti n'est pas l'histoire d'un peuple incapable de se gérer. Ce n'est pas non plus l'histoire d'un pays entièrement détruit de l'extérieur sans aucune responsabilité interne. C'est l'histoire d'un pays né d'une révolution extraordinaire qui a dû construire son État dans un environnement international hostile, avec une dette imposée dans des conditions profondément déséquilibrées, des institutions fragiles, des crises politiques répétées, des interventions étrangères, des catastrophes naturelles et aujourd'hui encore, des problèmes majeurs de gouvernance. Mais comprendre ces facteurs ne signifie pas condamner Haïti à les subir éternellement. Parce qu'un pays peut connaître une histoire terrible et quand même décider de construire quelque chose de meilleur. Alors, mes très chers Doafé, je veux vraiment savoir ce que vous pensez. Est-ce que, selon vous, la dette imposée à Haïti par la France est encore sous-estimée dans les débats actuels? Est-ce qu'on utilise parfois l'histoire comme une explication alors qu'on devrait davantage parler de gouvernance actuelle? Et surtout, est-ce que Haïti peut réellement sortir de ce cercle sans une transformation profonde de ses institutions? Dites-moi vos opinions dans les commentaires de tout ça. Pas besoin d'insultes, on n'a pas besoin de tout être d'accord, mais on peut parler en gens civilisés, bien entendu. Pas besoin de défendre aveuglement un camp où on débat entre les faits parce que l'histoire d'Haïti mérite mieux que les slogans. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. Comme vous le savez, chez La Doa, it's about everything. On parle de tout, on regarde tout. Informez-vous, vérifiez les faits et ne croyez pas automatiquement tout ce qu'on vous raconte. Donc, tous les faits que je vous raconte, c'est disponible aussi, que vous pouvez regarder. Peut-être que vous allez noter d'autres faits, que vous allez dire, ah, Doa, il y a ça, ça, ça aussi. So, on se retrouve au prochain vidéo. La Doa TV, baby.
J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai,